Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Assemblée générale constitutive de l'Organisation des femmes républicaines. Les travaux ont eu lieu ce samedi à Cotonou en présence des femmes du bloc républicain venues de toutes les circonscriptions électorales du Bénin. Le point de l'ouverture des travaux dans ce journal. La communauté internationale célèbre demain 13 septembre la 21e édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. L'édition de cette année 2020 coïncide avec l'anniversaire de la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Dans ce journal, le message du ministre de l'Industrie et du Commerce en prélude à l'événement. Et pendant ce temps, la petite école béninoise range cahiers et stylos après une année scolaire éprouvante et réaménagée à cause de la pandémie du coronavirus. Les apprenants des classes du cours d'initiation CI au cours moyen première année PM1 ont donc fini leurs évaluations et peuvent se reposer quelques jours avant de reprendre les classes dans 2 semaines. Les détails dans un instant. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Les cellules politiques du bloc républicain se renforcent de plus en plus. Les femmes ont désormais leur creuset propre à elles. Il s'agit de l'Organisation des femmes républicaines portée sur les fonds baptismaux ce samedi à la faveur d'une assemblée générale constitutive. C'est un creuset qui répond aux dispositions des tests du parti bloc républicain et qui place la femme au cœur de la gestion de la cité. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Clément Achadé. Femmes républicaines davantage engagées pour le développement du Bénin. C'est le thème sous lequel est placée l'Assemblée générale constitutive de l'Organisation des femmes républicaines. Venues des 12 départements du Bénin et de toutes les circonscriptions électorales, elles vont ensemble asseoir selon les tests de leur parti, le Bloc républicain, un creuset essentiellement femmes pour mieux promouvoir l'engagement de la gente féminine en politique pour son implication dans la gestion de la cité. Conformément aux dispositions des articles 54, 55 et 56 des statuts du Bloc républicain, les organisations de masse que sont l'organisation des jeunes, l'organisation des femmes et les organisations socioprofessionnelles et corporatistes doivent être mises en place pour plus de dynamisation et de visibilité du parti. L'Assemblée générale constitutive qui nous réunit ce jour est une étape historique pour notre parti. Cette étape est l'aboutissement d'un processus que le comité a conduit avec dextérité et abnégation. Comme vous pouvez l'imaginer, le chemin a été long, mais parsemé d'embûches, de ronces et de roses. C'est pour cela que nous éprouvons au sein du comité préparatoire une grande joie et une fierté d'accueillir ce jour la naissance de l'OFR. Tout en reconnaissant les mérites du comité préparatoire pour la qualité du travail abattu, le secrétaire général national du Bloc républicain rappelle les défis liés à l'engagement de la femme aux côtés des hommes pour la gestion et le développement de la cité. Les femmes sont l'énergie et le fondement même de notre existence dans ce monde. Et c'est pourquoi les statuts de notre parti font des femmes le cœur du parti, comme les jeunes. Donc le combat pour nous aujourd'hui est de vous encourager à quitter l'arrière-plan politique pour passer au devant de la scène aux côtés des hommes. Ce combat est tributaire dans une large mesure de votre engagement et de votre détermination. Chères femmes républicaines, notre engagement pour la cause des femmes au Bloc républicain, vous le savez, est total. C'est pourquoi, depuis la création de notre parti, nous œuvrons à vous faire la place qui vous revient, une place de choix. L'OFR vient renforcer cet engagement. Il est maintenant de votre devoir, à travers l'OFR, d'œuvrer pour l'éveil et l'engagement politique de nos mères, de nos épouses, de nos sœurs et de nos filles, dans toutes les contrées de notre cher et beau pays. Nous sommes convaincus que vous porterez avec grand succès cette grande responsabilité pour notre parti dont vous constituez le moyen le plus important.
Cette Assemblée générale de l'Organisation des femmes républicaines a enregistré la participation du porte-étendard du Bureau fédéral de l'Organisation des jeunes républicains. Certains partis amis ont également félicité le Bloc républicain pour son combat pour l'épanouissement de la femme en politique au Bénin. La cérémonie d'ouverture est fortement agrémentée par des prestations culturelles chaleureusement offertes par les jeunes femmes artistes venues rehausser les couleurs du blanc-vert. Célébration de la 21e édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle de mai 13 septembre. La commémoration de l'événement coïncide avec l'anniversaire de la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Instaurée par l'Union africaine, cette journée va permettre de stimuler les Africains à investir dans la recherche et développement et la protection des créations. À quelques heures de la célébration, le ministre de l'Industrie et du Commerce a adressé un message à la population béninoise. Voici la quintessence de son message. Chers compatriotes, le 13 septembre de chaque année date anniversaire de la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. La communauté africaine célèbre la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Instituée le 14 juillet 1999 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Union africaine, cette journée vise à encourager les Africains à s'investir dans la recherche-développement et la protection de leurs créations. C'est pourquoi, à l'instar de la communauté africaine, notre pays, le Bénin, membre fondateur de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, célèbre cette journée pour sensibiliser les inventeurs et les chercheurs sur le rôle que joue l'invention dans le développement du continent africain. Le thème de la célébration de cette 21e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle est le rôle des offices de propriété intellectuelle en Afrique dans le contexte de la COVID-19. Cette année, la célébration de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle se tient dans un contexte de crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie qui menace gravement l'avenir de l'humanité impose la recherche rapide de solutions à la fois médicales et technologiques pour endiguer, voire l'éradiquer. Le thème de cette année fait écho à l'axe 6 du pilier 3, renforcement des services sociaux de base et protection sociale, du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021, qui vise entre autres à réorganiser le système de santé pour une couverture sanitaire plus efficace. Le choix de ces thèmes s'explique par la nécessité de proposer des solutions médicales et technologiques que peuvent apporter la propriété intellectuelle à la lutte acharnée que mènent les pays du monde entier contre cette pandémie du coronavirus, version 2019 ou COVID-19 tout court. La situation sanitaire que traverse le monde est alarmante et il urge de trouver un remède efficace pour éradiquer cette maladie qui fait de nombreuses victimes. De ce point de vue, la propriété intellectuelle peut jouer un rôle majeur en proposant des solutions innovantes. À cet égard, les brevets d'invention et les informations techniques du domaine de la santé détenus par les offices de propriété intellectuelle constituent d'excellentes pistes à explorer. Par ailleurs, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dans sa vision de promotion de l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle, accompagne ses États membres dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Pour ce faire, l'OAPI a conçu une base de données de brevets d'invention et d'informations techniques qu'elle tient à disposition des États membres pour faciliter la recherche et la production de certains produits essentiels à la lutte contre cette pandémie. Chers compatriotes, l'enjeu est de taille et j'aimerais compter sur tous les Béninois dans leur secteur d'activité respectif à jouer leur rôle dans cette bataille mondiale qui est toujours engagée.
Après la perturbation enregistrée suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales ont fini par tenir leur toute première session ordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective comptant pour l'année 2020. Une rencontre dont les échanges à huis clos n'ont malheureusement pas porté grand fruit puisque les deux parties se sont quittées dos à dos, comme le précise dans son compte rendu Assomokani Assombo. C'est la première session ordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective gouvernement central et confédération syndicale. La pandémie du coronavirus n'avait pas permis l'organisation de la session depuis le premier semestre de l'année. Le président de la Commission, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, a souhaité à l'entame que les membres s'investissent résolument au cours des travaux de la session dans l'intérêt de l'année scolaire 2020-2021. Une rentrée scolaire universitaire apaisée et avec succès exige de nous une responsabilité individuelle et collective. C'est pourquoi il me plaît de vous demander que nos travaux se déroulent dans une ambiance conviviale, empreinte de courtoisie, d'abnégation, de responsabilité et surtout de tolérance. Pour l'ordre du jour, il y avait le point de la préparation de la rentrée académique 2020-2021, le niveau de satisfaction des doléances des travailleurs, les questions relatives à l'évaluation des enseignants et l'avancement des agents de l'État et paiement de leurs arriérés salariaux. Les débats menés hors caméra n'ont pu aboutir. La session a été reportée. Je l'annonçais en début d'édition, l'année scolaire 2019-2020 est enfin définitivement clôturée, réaménagée à cause de la pandémie du coronavirus. Elle a repris le 10 août dernier pour les apprenants des classes du cours d'initiation CI au cours moyen première année CM1. Un mois après, ceux-ci ont aussi subi les évaluations finales et ont obtenu leurs résultats. Cahiers et livres peuvent être rangés dorénavant pour laisser place aux grandes vacances, faut-il le préciser. Vacances de 2 semaines. Comment apprécier le bilan de cette année scolaire chez ces apprenants, vu le contexte et les aménagements? Notre rédaction du bureau régional Cana 3 Boïcon est allée constater la fin des activités pédagogiques. Suivons. Repris il y a 1 mois, les activités pédagogiques pour les apprenants du primaire. Abstraction faite de ceux des classes du cours moyen 2e année ont pris fin ce vendredi. Les cours ont été exécutés, les évaluations faites, les résultats de fin d'année sont disponibles. Donc depuis le lundi passé, on a fait l'évaluation sommative dernière étape. Donc le lundi, mardi, les enfants ont composé. Après, nous avons apprécié les copies. Et après ça, il y a des fiches qui sont à notre disposition. C'est ça que nous venons de remplir, c'est ça qui est sur notre table comme ça. Donc, nous sommes pratiquement à la fin. Après la reprise le 10 août dernier, les apprenants ont suivi 4 semaines de cours. Les différents exercices, les leçons et autres se sont déroulés suivant un programme spécial conçu par les autorités en charge de l'éducation, principalement celle du sous-secteur maternel et primaire. La compilation des résultats des diverses évaluations sont acceptables selon les acteurs, même si au démarrage des activités pédagogiques à la suite des congés sanitaires, le niveau des écoliers a laissé présager du contraire. Chose encore agréable, le gouvernement a envoyé le programme ASSUR pour faire une révision approfondie. Je crois à un bon praticien, nous pourrions dire, nous avons fait l'essentiel de ce qui est recommandé. Seulement, il est à noter que le temps que les apprenants ont passé à la maison, on a constaté chez la majeure partie des apprenants qu'ils ont des appels. Ils n'ont plus rien qui soit revenu pour qu'on puisse maintenant tresser notre code à l'ancienne code là. Donc on a dû reprendre des trucs au début de l'année, on a repris des trucs de début d'année, au milieu on a chevauché un peu. Donc on a pu tirer ce qu'on pouvait tirer. Mais si on devrait dire est-ce qu'on a pu atteindre l'objectif in fine, ce n'est pas totalement atteint. Vu les circonstances cette année, le ministre des Enseignements maternels et primaires a abordé et clarifié les questions de redoublement. La décision notifiée récemment aux responsables d'établissement fixe les modalités à appliquer pour décider du passage en classe supérieure ou le redoublement des apprenants. Concernant la question du redoublement,
Moi, je suis en classe de C2 et je peux vous notifier que la classe de C2 n'est pas concernée. C'est simplement les classes de transition. Au CI, par exemple, l'apprenant qui a fait sa classe du CI du début de l'année jusqu'à la fin de l'année devra passer au CP seulement. Si nous avons des apprenants qui sont venus au début de l'année et qui ont commencé au beau milieu, on les sait et sont repartis et qu'on a compté au moins les 3 mois et on a vu que ces apprenants-là ont abandonné ou ils sont des enfants irréguliers avérés, ceux-là ne pourront pas passer en classe supérieure. Ce n'est pas passer pour passer. Donc au CI, pas de redoublement, au CE1, pas de redoublement, au CM1 aussi, pas de redoublement. C'est la recommandation. L'année scolaire 2019-2020 a été particulière. Elle se referme enfin. Les divers acteurs, notamment enseignants et apprenants du primaire, sont en vacances depuis ce vendredi. La période de détente cette année va durer seulement quelques semaines, un temps pendant lequel les parents sont priés de suivre leur progéniture, ceci pour leur permettre de ne pas désapprendre et mieux aborder la nouvelle année scolaire qui s'annonce déjà. Première session ordinaire au titre de l'année 2020 du comité d'orientation et de pilotage du PAPVIR ABC. Il s'agit du projet d'appui à la production vivrière et du renforcement de la résilience dans les départements de la Liborie, du Borgou et des Collines. Les différents acteurs, partenaires ainsi que d'autres cadres impliqués ont échangé sur plusieurs points ayant trait aux actions menées par le projet. Au terme des assises, des recommandations sont formulées pour permettre au projet de bien exécuter son plan d'action. Imet Elena Moussou pour les détails. Le projet est en cours d'exécution dans 3 départements, le Borgou, la Liborie et les Collines. Il s'achève en fin décembre 2020, dénommé projet d'appui à la production vivrière et du renforcement de la résilience. Le PAPVIR entame son dernier trimestre de mise en œuvre avant le démarrage des ultimes actions et réalisations. Cadres des ministères sectoriels, institutions partenaires, membres du comité d'orientation et de pilotage, ainsi que ceux de l'unité de gestion du projet, se sont retrouvés en session à Boycon. La présente session nous offre l'occasion de passer en revue le point d'avancement du projet au 31 juillet 2020 et le point de mise en œuvre du plan de passation des marchés 2020 après avoir examiné le point de mise en œuvre des recommandations antérieures du COP et de la BAD. L'unité de gestion du PAPVIR ABC est totalement disponible à recevoir et mettre en œuvre vos recommandations et résolutions d'habitude pertinentes pour le succès de ce projet. Avec pour objectif accroître la production vivrière et permettre un mieux-être des populations. Le PAPVIR ambitionne avant son terme de réaliser plusieurs infrastructures de stockage. L'aménagement dans les zones d'intervention de centaines d'hectares de production vivrière est aussi prévu. Grâce à cette session, les différents acteurs vont jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru. Ils prendront aussi des dispositions pour améliorer les performances. Au titre des principales réalisations, on peut citer entre autres l'achèvement de la plupart des magasins de stockage et d'intrants avec un taux de réalisation global de 80%. L'exécution des travaux de réhabilitation de 7 retenues d'eau et d'une mare avec un niveau d'exécution physique des travaux d'environ 30% sur une prévision de 80%. L'exécution des travaux d'aménagement de 930 hectares avec un taux d'exécution physique de 45%, sur une prévision de 115%. Grande est notre satisfaction de voir qu'il y a une amélioration par rapport aux causes passées. Et je voudrais nous exhorter à proposer des recommandations assez pertinentes et des résolutions assez fermes pour que nous améliorons de façon encore plus substantielle la mise en œuvre de ce projet. Après les différents exposés, des appréciations seront portées par les participants. Des suggestions et recommandations vont également être formulées. Ceci pour booster le rythme des réalisations afin de permettre au projet d'atteindre et à bonne date ses prévisions de départ. Le conseil communal de Djougou, avec à sa tête le maire Abdoul Malik Seibou Gominance, charme déjà les populations à travers diverses actions. Les actes forts qu'il a posés forcent déjà l'admiration au sein des populations du 2e arrondissement
qui, sans être exhaustive, énumère quelques réalisations. Et pour que la ville Carrefour-Djougou prenne réellement son envol politique, économique et socioculturel, les citoyens rencontrés ont formulé quelques doléances. Suivant. Malik Gomina s'est impliqué personnellement. Les hangars qui étaient construits pour les femmes du marché, il a négocié pour que les hangars là soient redoublés et nous avons eu plus de hangars que ce qui était prévu. Il a encore négocié pour que nous ayons des lampadaires pour plus éclairer le marché. Il a négocié avec le commissaire de la commune de Djougou pour que nous ayons une sécurité forte qu'il faut. Avant, l'endroit qui est là actuellement, qui anime le marché de Djougou, déjà à 16 h on ne pouvait pas passer là. Mais grâce au maire de la commune de Djougou, M. Malik Sebou Gomina, nous les femmes de Djougou, nous restons là jusqu'à 22 h sans inquiétude parce que la sécurité qui nous a garantie est vraiment forte. Et nous, les mots nous manquent vraiment pour le remercier. C'est un maire tigant, un maire touché doux, un maire qu'il nous faut pour vraiment rayonner la commune de Djougou. Le lendemain de sa élection à la tête de la commune de Djougou, le maire nous a étonnés par sa descente sur le terrain au niveau du commissariat du 2e arrondissement où souvent après la pluie, il y a l'inondation et que le passage est vraiment difficile pour les usagers. Et il a essayé de résoudre ce problème. Ils ont curé les carnivaux. Il nous a amené une société qui nous a parlé de l'extension du réseau électrique. Également, une autre société nous a parlé de l'extension du réseau SONEB. Le maire, en ce qui le concerne pour le 2e arrondissement, appuyait les élèves qui sont admis aux différents examens, à savoir le CEP, le BPC et le bac. Il y a aussi que le maire a initié un concours au niveau de la ville de Djougou pour primer le meilleur quartier. Et nous avons vu que ce concours déjà permet aux populations de se mobiliser entre elles, et surtout les jeunes, de s'organiser pour rendre propre leur quartier. Et ça déjà, c'est applaudi et les gens demandent à s'abonner aux structures de pré-collecte des ordures ménagères. Et je pense que la ville aura une belle image avec cette initiative visant à primer les quartiers les plus propres de la ville de Djougou. Côté sécurité, il y a aussi beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. Moi, ce que j'ai senti à son arrivée en 100 jours là, l'insécurité a ralenti quoi. Il est en train de faire beaucoup de choses. On lui souhaite une bonne chance. Les 100 jours là, il n'y a pas celui qui va dire à Djougou qu'on n'a pas senti quelque chose, sa présence quoi. Il n'y a pas celui-là. Les gens s'en parlent. On en parle. Restons à Djougou, les actions du conseil communal, la 4e mandature, ne sont pas passées inaperçues dans l'arrondissement de Bariénou. Dans un micro-trottoir réalisé par l'une de nos équipes de reportage, les populations du plus vaste arrondissement de Djougou reconnaissent l'œuvre entamée par l'actuelle équipe communale sous la houlette du dynamique maire Abdoul Malik Sebou Gomina. Toutefois, les citoyens ont dressé une liste de doléances visant à améliorer la gouvernance locale. Suivant. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'abord l'ambiance de travail. Et personnellement, j'avoue qu'elle est très bonne. Parce que vous savez, quand le cadre de travail, l'ambiance n'y est pas, donc vous ne pouvez rien attendre de la suite. Donc pour les 100 jours, l'ambiance de travail est bonne. Les responsables, à tout moment, quand il y a un problème, ils nous reçoivent, ils nous écoutent, ils traitent avec nous, dans la mesure du possible, même des fois des coups de fil qui règlent en même temps le problème. Certains problèmes peut-être à plus tard. Il faut aussi insérer la ponctualité des élus dans cette mandature. Ça, j'avoue que c'est une très une bonne marque qu'il faut marquer là. Parce que les mandatures passées, moi personnellement, je suis à ma 3e mandature. Une séance de 9 h, vous pouvez commencer à 11 h midi. Mais je crois que cette fois-ci, 9 h pile, même si le retard existe, ne dépasse pas 5-10 minutes pour démarrer les sessions. Donc ça, c'est très bien comme actif. Le maire s'est fait déjà illustrer par rapport aux travaux dirigés au niveau des établissements. Ce qui se fait que les meilleurs au CEP, il a demandé un encadrement spécial pour nos élèves. Donc, ce n'est pas mal. Mis à part tout ça, c'est sûr qu'il doit y avoir certaines choses que le maire a eu à poser comme acte que nous n'avons pas vu. Mais
dans l'ensemble, s'il m'était permis donc de noter le maire, je dirais que dans l'ensemble, c'est bien pour un début. Bon, depuis que on a dit que mais bon, disons, il a essayé un peu de réfléchir par rapport à Togo. Mais il a fait, il n'a pas fini d'abord. D'abord, ils ont tracé des ponts un peu partout, des lampadaires dans le village de Togo. Il a fait beaucoup de choses. Et l'action qu'il a menée est très importante. Depuis le début de la décentralisation, on dit que c'est les chefs d'arrondissement, c'est le seul arrondissement qui n'avait pas de courant. Mais grâce à lui, notre arrondissement a eu de courant. Et on a encore de l'eau. Ça nous a trop impressionnés. Pour les perspectives, je souhaite d'abord que le même climat de confiance et de travail qui règne là, que ça continue. Il faut, pour ma part, que le maire mette un accent particulier sur la mobilisation des ressources propres. Parce que les sollicitations de nos populations sont très nombreuses. Et ne pourra donc satisfaire ces populations que si les ressources propres sont donc mobilisées. C'est pour ça que je voudrais vraiment souhaiter que le maire mette un accent vraiment particulier sur la mobilisation des ressources propres. Certes, il y a des problèmes, mais les problèmes ne peuvent trouver de solution que s'il y a donc de la liquidité, donc de la disponibilité. De façon particulière, pour l'arrondissement de Barienou, je souhaite que dans la mandature donc, du maire Malik Gomina, qu'on ait la chance que notre arrondissement soit électrifié. On a un problème de terrain de football. Notre terrain, c'est dans le village même, donc ce n'est pas bien. Au moins, il faut un terrain propre pour nous-mêmes, un peu hors du village, bien propre. Nous voulons l'électricité dans l'arrondissement de Barienou, précisément à Togo. Puisque Togo dépasse un village où il n'y a pas d'électricité. Sinon, nous, ça nous tient trop. Et on a un problème d'eau aussi dans le village de Togo. Donc, tout ça, là, on en a besoin. Il y a aussi des marigots qui empêchent les gens pour traverser, aller dans les champs pour les activités champêtres. Donc, il faudrait qu'ils pensent à ça pour qu'ils fassent un pont de passage. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite une très belle soirée.